Bonjour et bienvenue dans Pause ta science, une émission qui vous est proposée par l'association Cirasti Expo Science en Occitanie. Une émission qui met en avant des associations étudiantes et groupes d'étudiants toulousains issus des sciences pour valoriser leurs projets et leurs thématiques de recherche. Nous aborderons ici une multitude de sujets, des sujets toujours en lien avec la passion des étudiants pour le milieu très large des sciences, qu'elles soient exactes, sociales ou humaines. Une émission présentée et préparée par moi-même, Bruno Leclerc, service civique au Cirasti Expo Science en Occitanie. Chers auditeurs de Campus FM, bonjour. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Pause ta science, je vous invite à découvrir avec moi Brainbow, qui est une association étudiante toulousaine qui travaille à la diffusion des connaissances en neurosciences et en éthologie. Nous accueillons aujourd'hui Sarah Marchand, présidente de l'association, ainsi que Perrine Siguier, qui est la responsable des conférences de l'association. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Perrine. Bonjour. Bienvenue dans Pause ta science. Je vais vous laisser vous présenter, nous dire quel est votre rôle dans l'association, et ensuite je vous laisserai présenter un peu plus en détail ce qu'est Brainbow. Bonjour, je suis Perrine Siguier, je suis responsable des conférences cette année chez Brainbow et je suis en Master 2 de neuropsychologie et neurosciences cliniques à l'Université Paul Sabatier. C'est un parcours de recherche. Et bonjour, moi je suis Sarah Marchand, je suis actuellement en doctorat au CERCO et j'ai fait le Master 2 neurosciences comportement cognition à Paul Sabatier et je suis présidente de Brainbow pour la deuxième année consécutive. Eh bien, donc bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Oui. Avec plaisir. Expliquez-nous un peu ce qu'est l'association, quel est son but. Alors l'association Brainbow, donc elle a été fondée il y a 2 ans et demi suite à un constat qui était que malgré l'implication du corps enseignant, il y avait certains manques au niveau de la cohésion entre les étudiants de neurosciences, entre les 2 masters notamment, et entre les Master 1 et les Master 2, donc entre les promotions. Donc c'est un petit peu ça a été l'objectif principal au départ, ça a été de créer de la cohésion entre étudiants. Ensuite, il y a eu aussi un manque au niveau de l'information sur l'orientation, que ce soit pour le choix des masters ou pour le post-master. Donc ça, c'est aussi un de nos objectifs, c'est d'aider les étudiants à s'orienter et à trouver une bonne insertion professionnelle suite au master. Ensuite, on a aussi un rôle de vulgarisation, donc on intervient soit par des conférences qu'on organise, soit en participant à des événements qui sont organisés donc en général en Occitanie, en particulier à Toulouse. Et on a aussi un 4e axe qui est la transdisciplinarité, parce que les neurosciences c'est très vaste comme domaine, donc on essaye de s'associer autant que possible à d'autres associations ou d'autres organismes pour organiser des événements ensemble et communiquer sur les neurosciences à travers des biais très divers et à travers un grand nombre d'acteurs. Quelque chose à ajouter, Perrine, par rapport à... Peut-être sur l'organisation, il y a une valeur que je trouve un peu fondamentale, c'est l'horizontalité, si on peut dire. Et dans chacune des valeurs que tu viens de détailler, chacun des objectifs, tous les pôles travaillent sur tous les objectifs, je trouve. Et par exemple, les conférences sont aussi dans l'optique de diffuser les connaissances, y compris en pharmacie, par exemple. On est très fiers aussi de la diversité qu'on a dans l'auditoire, qui peuvent être issus de licences et de masters de biologie, mais aussi de mathématiques, d'ingénierie. On a eu même le plaisir d'avoir dans l'auditoire des professeurs qui sont déjà venus nous écouter. Voilà, transdisciplinarité et diversité. C'est ça. Ce sont les valeurs importantes de Brainbow du coup. Vous parliez du cadre un peu de l'association. Perrine, tu avais l'air de dire qu'il y avait différents pôles dans l'association, donc en fait vous répartissez les tâches pour avoir chacun un peu un prolongement de l'association qui se fait pour multiplier les activités différentes. Chacun s'occupe d'un pôle en particulier. C'est ça, on a des responsables ou des co-responsables de pôle quand c'est possible. Comme je le dis, on s'occupe tous un petit peu, on est tous en collaboration sur de nombreux projets. Mais les pôles principaux, tu vas peut-être pouvoir compléter, mais je pense au tutorat qui est là pour informer dès la licence sur l'orientation, etc. Ils organisent aussi des répétitions d'oraux pour qu'on se donne des conseils mutuels, des plaquettes à destination des étudiants, mais aussi des étudiants de biologie, mais aussi là bientôt de pharmacie, etc.
Je peux parler du pôle international qu'on est très fiers d'avoir aussi, et c'est ce que nous permet de faire Zoom. Avec l'arrivée du Covid, on a investi l'outil. C'est une autre Sarah Duverdun, qui est en Allemagne en doctorat et qui convie ses nombreuses relations à l'international pour nous faire des petits talks. Je peux parler du pôle conférence dont je suis responsable. On essaie d'avoir un talk ou une conférence par mois. Notre format conférence, c'est plus d'inviter des chercheurs, des professeurs ou en tout cas des professionnels de santé, des spécialistes qui viennent nous parler d'un sujet qui leur plaît, dont ils sont experts. Et puis on a le format Brain Talk qui là s'adresse plus à, on va dire, de grands étudiants jusqu'à la fin du doctorat et qui viennent présenter un sujet en ayant étudié un peu la littérature, un sujet qui les excite, qui les rend curieux. Et on vient poser beaucoup de questions. C'est beaucoup plus axé sur la discussion et entre étudiants et souvent sur des formats plus courts. Je te laisse présenter le reste des pôles si tu veux. Donc, ce qui nous reste dans le pôle, évidemment, il y a tout ce qui est, on va dire, organisationnel, donc présidence, secrétariat, trésorerie. On a un gros pôle trésorerie cette année, donc c'est très sympa. Donc là, ça va être pour tout ce qui va être structuration vraiment de l'association. On a aussi un pôle événement festif, parce que, comme on l'a dit, la cohésion, surtout quand on est en master, c'est extrêmement important, parce que c'est quand même un parcours qui est assez difficile. Donc c'est important d'avoir ces moments où on se retrouve, surtout après la période qu'on a vécue avec les confinements. Donc on a ce pôle événement festif qui se charge d'organiser les soirées de cohésion où on se retrouve, on discute, on partage pour parler des études ou d'autres choses, mais on se retrouve tous ensemble, donc ça c'est très important aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que on essaye, Perrine l'a brièvement évoqué, de partager vraiment les tâches. On a aussi, par exemple, au niveau des relations internes et externes, on a une responsable des relations internes, donc qui s'occupe de tout ce qui est newsletter, contact avec les étudiants, et des deux responsables des relations externes, donc qui communiquent avec les autres associations, les autres structures, les autres organismes. Et en fait, donc, comme pour ce pôle, par exemple, on a deux responsables, donc qui sont co-responsables du pôle, et on essaye justement, comme ça, d'avoir un maximum de personnes qui peuvent s'investir, et en même temps, vu que c'est un parcours qui est compliqué, ça permet de se répartir le travail, de travailler en binôme, donc on essaye vraiment de rendre le travail au sein de l'association aussi agréable que possible et rester vraiment dans un esprit d'équipe plus qu'autre chose. Avant tout, c'est ça. Il y a beaucoup d'interactions entre les différents pôles. Et voilà, si quelqu'un n'a pas trop le temps parce que voilà, ses recherches en ce moment, ça prend beaucoup de temps, ou voilà, il y a l'oral de stage à préparer, c'est pas grave, on se débrouille entre nous, on communique énormément et on supplémente quand il faut. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Si on pouvait définir quelque chose, ce serait que Sarah, c'est quand même le hub avec tous les pôles qui résonnent autour parce que c'est elle qui fait le transit d'informations, etc. Mais sinon, on est vraiment en partage, en soutien et voilà, c'est important. C'est une super organisation parce que c'est vrai que pour beaucoup d'associations, des fois ça peut être assez compliqué. Tout peut se centraliser sur une ou deux personnes qui se retrouvent sur des charges de travail monumentales et au final l'association peut péricliter par la suite à cause de ça. Donc surtout une association aussi jeune, c'est rare d'avoir une si belle organisation. J'espère pour vous que ça va durer aussi longtemps que possible. Merci. J'aimerais vous poser peut-être une première question qui est assez basique mais qui va peut-être permettre aux auditeurs de mieux comprendre ce que vous faites. Peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est que les neurosciences et l'éthologie. Alors pour l'instant, je peux me baser sur l'organisation des masters qu'il y a à PolSab peut-être. Je peux parler de l'organisation actuelle puisque le pôle de neurosciences est en train de grossir, y compris en licence, et l'offre de master va aussi augmenter. Mais cette année en tout cas, et c'est la dernière année, il y avait deux masters, donc le NNC, celui que je fais, donc neuropsychologie, qui est beaucoup plus axé sur l'humain, et le comportement-cognition, qui est plus diversifié finalement. Vous abordez de la physique, de la robotique si vous le voulez, beaucoup plus insectes aussi, primates non humains, autres animaux. Je te laisse faire le côté éthologie puisque c'est plus ton master. Donc très globalement, les neurosciences, ça va concerner tout ce qui est donc non seulement du cerveau, mais aussi tout ce qui est système nerveux,
donc périphérique également, donc tout ce qui est jusqu'au nerf dans les bouts des doigts, grossièrement. Mais en fait, ça va être à différentes échelles, c'est ce qui est très important parce que c'est ce qui crée cette diversité-là. Donc ça va être à la fois au niveau de la cellule, donc de l'étude du neurone, donc ça va être beaucoup de moléculaire, vraiment de quelque chose vraiment de l'infiniment petit. Et ensuite, on va avoir aussi à l'échelle de l'organe, quand on va étudier par exemple le cerveau ou d'autres organes liés au système nerveux, on va avoir l'échelle de l'individu. Par exemple, en clinique, on va souvent s'appuyer donc soit sur l'organe, soit sur l'individu. Sur l'individu, ça va être aussi ça va commencer là, à toucher au comportement et à l'éthologie, que ce soit sur modèle humain ou animal. L'éthologie, ça va être vraiment l'étude du comportement. Donc c'est là qu'on va avoir cette rencontre entre système nerveux, comportement, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'individu, et de faire le lien entre ces deux aspects-là. Et au-delà de ça encore, et ça reste dans le domaine de l'éthologie, on va avoir une étude au niveau du groupe. Donc ça va être par exemple les mouvements de population, ça c'est aussi de l'éthologie. Du coup là on va plus souvent être sur l'animal, mais il y a aussi des études évidemment de groupe qui sont plus en psychologie pour le coup, mais chez l'humain. Donc on a vraiment tout ce panel en fait d'échelles et de modèles, à la fois insectes, mammifères humains, non humains, etc. Donc c'est quand même assez vaste et c'est ce qui nous permet d'avoir tout ce hub de transdisciplinarité autour de nous, parce qu'on va aussi toucher, je parlais de modèles donc vivants, on a aussi ensuite tout ce qui va toucher l'intelligence artificielle, où là on va pouvoir se retrouver avec par exemple des associations d'informatique avec lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment très très large et c'est ce qui fait que c'est aussi super intéressant et très excitant comme domaine. Merci pour ces précisions. Peut-être que vous pouvez maintenant nous parler des projets de l'association. Peut-être premièrement les projets passés pour faire un peu un historique de ce qui s'est passé dans l'association. Et par la suite, voir quels sont vos projets en cours, quels sont les événements dans lesquels vous allez peut-être bientôt participer. Et puis si vous avez des projets sur le long terme que vous aimeriez mener ou enclencher par la suite qui ne sont pas forcément encore mis en place, vous pouvez aussi en parler. Alors pour les projets passés, je laisserai peut-être du coup Perrine parler des projets à venir, vu que c'est elle qui est au poste des conférences cette année. Pour les projets passés, alors on a la première conférence qu'on avait organisée, du coup c'était il y a environ 2 ans et demi, parce que voilà, on est encore une association jeune, mais on avait organisé une première conférence en partenariat avec l'Heure et Café. Et donc il était prévu qu'on organise d'autres conférences comme ça avec des chercheurs et des étudiants. On essaye aussi de faire venir les étudiants, présenter, introduire des fois les conférences des chercheurs, ce qui est très sympa parce qu'on essaye aussi d'avoir ce lien entre étudiants et chercheurs et de casser un peu cette barrière. Donc ça, c'était notre première conférence qui était sur la conscience chez l'insecte et chez l'humain. Donc c'était assez sympa de faire ça en plus avec l'Heure et Café. Et depuis cette première conférence, ça a été très compliqué pendant, on va dire, 1 an et demi, parce que la situation sanitaire fait que les conférences en présentiel n'étaient plus possibles. Donc on a dû se réinventer très rapidement, alors que ça faisait pas longtemps qu'on s'était inventé une première fois. Mais on est passé au format numérique, on est passé par Zoom et on a essayé d'organiser pendant toute cette période-là le plus possible de conférences et d'événements, de participer aux événements en ligne. On s'est associé avec d'autres structures, on a travaillé avec Incognu notamment, qui sont des partenaires qui nous sont chers. On s'est associé avec Incognu, on a participé à Scientilivre avec eux l'année dernière. Donc il y a un événement autour de la science et la littérature où on vient présenter, nous l'an dernier on a présenté un atelier, un quiz sur les interactions entre espèces, où on venait apporter un petit peu nos connaissances en éthologie. Au-delà de ça, on travaille aussi en collaboration avec la Fresco, qui est la fédération des étudiants et actifs en cognition en France. Et avec eux, on a participé donc en ligne, une fois encore, au Forum des sciences cognitives. L'année dernière, on a présenté un atelier qui était un escape game sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc c'est très amusant pour nous parce qu'on essaye, cette contrainte finalement numérique nous a poussé à utiliser plein d'outils différents. Donc c'était très très intéressant pour nous d'avoir quelque part cette contrainte, même si ça nous a assez déplu au départ. Mais ça nous a amené du coup à tisser des liens. Il y a eu énormément de solidarité entre les associations et les structures à ce moment-là, parce qu'on était tous dans la même galère, donc on s'est beaucoup aidé là-dessus. Et on a développé ces liens-là, et ce qui fait que cette année encore, on a de belles collaborations en prévision.
Et pour les projets à venir, certains sont dans la continuité de ce qu'a cité Sarah. On a de plus ou moins grande envergure. Si on part sur les petites envergures, on a toujours nos talks et nos conférences. Le mois prochain, certaines qui nous tiennent très à cœur sur la santé mentale des étudiants, avec Éléonore Jarige, qui est psychologue et docteur en psychologie, et qui fait partie de l'association Nightline, que je me fais le plaisir de citer parce qu'ils sont très importants, y compris à Toulouse. Et qui viendra exprès de Paris pour nous parler et nous faire discuter de santé mentale. Suite à ça, on explorera un petit peu plus les dessous de la santé mentale, mais du côté neuro, plus axé sur le cerveau. Il y aura aussi les talks internationaux que je vous invite à découvrir, qui sont toujours riches, même si c'est en anglais et que ça peut être une barrière pour certains. C'est toujours des sujets très ludiques. Et ensuite, sur les projets d'un peu plus grande envergure, on va renouveler notre collaboration avec nos copains d'Incognu sur Scientilivre. Cette année, le thème, c'est la couleur. Donc, on va organiser plein de petits ateliers pour faire découvrir la couleur, que ce soit dans les illusions, dans les non-humains ou la diversité chez l'humain. On a aussi un très gros projet qu'on est fiers d'instaurer cette année. C'est le Forum des sciences cognitives, qui est d'habitude un événement parisien, un événement majeur pour les sciences cognitives, et qui s'exporte en province, comme on dit. Et ce sera la première édition toulousaine qu'on tâche d'organiser main en main avec la Fresco et avec la participation d'Incognu aussi. Ce sera en mai, donc. Quoi d'autre ? Peut-être les collaborations avec justement les associations d'informatique. Oui, on a des projets en cours, donc c'est plus le côté atelier, donc c'est pas pour un événement précis, mais on aime bien aussi développer des ateliers un petit peu parce que la collaboration déjà c'est sympa, et parce que comme ça sur les stands, si on cherche une idée d'animation, on en a déjà qui sont prêtes. Là on est en train de collaborer avec Compute Yourself, qui est aussi du coup sur le campus de l'UT3, qui est l'asso d'informatique, et qui sont venus nous voir il y a 2 ans, en disant « on a un casque EG, mais du coup, le gars qui s'en occupait est parti, on ne sait pas quoi en faire, ça vous dit ?» Oui. Oui. Donc, c'est super parce que ils nous ont proposé ça très gentiment, et on travaille avec eux, du coup, sur ce projet d'animation autour du casque EG pour faire découvrir ça sur les stands associatifs. Et on a également, on est en train d'en discuter avec eux, ce projet qu'on avait commencé avec la Fresco, qui était celui de l'Escape Game sur le thème de l'intelligence artificielle. Donc on avait ce petit jeu qu'on avait fabriqué un petit peu en mode système D parce qu'on avait la deadline, tout ça, mais on s'était beaucoup amusé à le faire, et on aimerait bien que ça tombe pas dans l'oubli comme ça, qu'on puisse en faire quelque chose de plus sympa. Donc on est allé voir Compute parce que nous on sait beaucoup de choses si on se rassemble tous, mais on sait pas coder. Donc, donc du coup on est allé les voir pour leur demander s'ils seraient intéressés par l'idée pour développer un petit jeu comme ça. Donc ça pourrait être aussi très sympa, et ça permet d'avoir cette approche très ludique en fait des neurosciences, et de communiquer de l'information et des connaissances de manière très fluide finalement, et très amusante pour les gens, et c'est aussi un de nos objectifs. Une ouverture ludique, en quelque sorte. D'ailleurs, en poursuivant cet objectif ludique, mais de conférence quand même, j'allais omettre un événement qui est porté principalement par Benjamin, qu'on surnomme affectueusement le BBC, et qui se veut être une suite de conférences sur une soirée, avec des intervenants divers, qui touchent un peu à tous les pans de la neuroscience dont on a parlé tout à l'heure, jusqu'à l'intelligence artificielle qui est montante, on va dire, et puis qui se veut aussi casser les barrières dont tu as parlé tout à l'heure entre les étudiants et les chercheurs, et en tout cas les experts, suite à la conférence d'un verre, comme un petit peu l'idée de Pint of Science le promeut. Voilà. C'est d'ailleurs juste après Pint of Science, parce qu'on participe encore une fois en collaboration avec Incognu. Décidément, on ne se lâche plus. La grande sœur. On participe à Pint of Science avec eux. Ils nous ont gentiment accueillis pour qu'on vienne leur donner un petit coup de main. Donc sur Pint of Science, qui est organisé donc au mois de mai, du 9 au 11 mai, donc qui a une thématique sur les merveilles de l'esprit cette année. Donc on va leur prêter main forte sur l'organisation et sur la recherche d'intervenants. Et juste après, le 13, on aura donc cette journée de conférence organisée par l'association, qui est aussi une première cette année, donc en espérant que
que ça permette, comme Perrine le disait, de créer du lien à nouveau entre étudiants et chercheurs, au-delà de juste l'aspect conférence, où on regarde la conférence de loin, on prend des notes, et puis les plus courageux vont poser 2-3 questions aux chercheurs. Là, vraiment, l'objectif, c'est d'amener l'échange dans un lieu ensuite décontracté et permettre un échange fluide entre les différents intervenants. Et enfin, je me permettrai de rajouter, même si cette année on ne participe pas à l'organisation, mais il y a un événement majeur là qui va arriver en mars, c'est la semaine du cerveau. Et même si on n'en fait pas partie, ça fait partie des choses qu'on aime. Donc n'hésitez pas à jeter un œil au programme parce que c'est très abordable, très ludique, très diversifié aussi, dans plein d'endroits de Toulouse et avec des gens extrêmement intéressants. Vous avez plein de chouettes projets et un gros programme en fait pour les mois à venir qui se préparent. Pour essayer de faire un peu mieux comprendre ça par rapport aux auditeurs ou autres, les publics que vous visez, à l'origine de l'association, j'ai bien compris que c'était les étudiants, essayer de recréer un lien étudiant entre les étudiants, puis étudiants et chercheurs. Mais maintenant, tous ces projets que vous avez, ils s'orientent vers quel public? Pas uniquement les étudiants, j'ai l'impression, mais ça serait... vous visez... un public uniquement de personnes intéressées, personnes qui a les connaissances, ou quelqu'un qui veut découvrir pour tout à fait découvrir les neurosciences, l'éthologie, à travers les projets, les événements à venir dont vous faites partie. Alors effectivement, les étudiants peuvent bénéficier de l'asso pleinement, y compris par le tutorat, l'aide à l'orientation et les conférences. Mais sur tous les événements, les conférences et surtout dans nos valeurs, c'est surtout la diffusion des connaissances scientifiques à tous les curieux et à tous les néophytes ou les experts. Et on adore justement quand lors des événements, il y a ce mélange entre des gens qui sont pas du tout du domaine et des gens qui sont au contraire experts. Et puis on vient nourrir nos conversations mutuelles parce que quand on a un ingénieur ou un médecin ou qui discute avec un professionnel des neurosciences, ça fait toujours réfléchir. On se rend compte aussi des parallèles qu'il peut y avoir et ça c'est brillant. C'est aussi très intéressant d'avoir un public entre guillemets naïf qui n'a pas forcément énormément de connaissances dans le domaine et les questions qui en ressortent sont aussi souvent très surprenantes parce que c'est vrai que quand on est dans le domaine, on a tendance à avoir un peu des œillères, mine de rien, à prendre les bases pour acquises. Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent, et ça se voit d'ailleurs quand on passe des oraux, mais quand on a un public naïf ou un jury, ou un membre du jury qui est assez naïf et qui va poser des questions très basiques et qu'on se retrouve à se dire « Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas repris ces bases-là finalement ». C'est bien des fois d'avoir ce recul-là et c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous d'avoir un public très diversifié. Et au-delà de ça, c'est vrai que quand on a des événements qui sont, on va dire, plus globaux, grand public, comme c'est le cas pour Scientilivre, qui est organisé par Délire d'encre, où là, le public est très large et il y a aussi des enfants. C'est un excellent exercice pour nous parce que on doit adapter le discours quand il faut expliquer à un enfant de 5 ans ce que c'est la symbiose entre des espèces. Ouais, ça fait travailler, mais c'est super. Et on essaye aussi, comme ça va être le cas pour le FSC Toulouse, le Forum des sciences cognitives, de proposer des ateliers, des choses ludiques aussi, en sachant que le public, c'est pas forcément de 18 à 99 ans. Il y a aussi les enfants qui sont là. Et c'est bien aussi de pouvoir éveiller cette curiosité en eux et de leur donner cet attrait-là pour la biologie en général et pour les neurosciences. Pardon, mais ce qu'on aime aussi, c'est pouvoir répondre à des besoins. Et on aime bien répondre aux sollicitations qu'on nous fait, que ce soit des idées de conférences, avec notamment l'année dernière, on avait fait tout un cycle d'orientation sur le postmaster. Qu'est-ce qu'on fait si je veux pas faire de la recherche, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un financement de doctorat, etc. Cette année, c'est l'association des pharma aussi qui nous a contactés pour reprendre des bases de neuro qui sont pas forcément et qui doivent pourtant implémenter au niveau médicamenteux. Et puis, des idées de conférences, des sujets qui passionnent, qui rendent curieux et qu'on a envie de couvrir et d'aider à satisfaire, quoi. C'est chouette, surtout que aborder d'autres types de publics auxquels on n'est pas habitué, notamment les enfants ou même sans les enfants, des publics par exemple d'âge collège ou début lycée. C'est assez compliqué, c'est un exercice qui est assez particulier. Je pense que vous avez bien dû tester ça et c'est assez important d'aller vers ce genre de public aussi, qui n'ont aucune idée de ce que vous faites, d'ailleurs avec des sujets qui sont habituellement assez même compliqués et vus comme compliqués par des personnes adultes. Donc réussir à intéresser ces enfants, c'est potentiellement par la suite eux-mêmes qui vont fournir... ça peut donner des envies,
donner des étoiles dans les yeux, entre guillemets, à ces enfants qui vont peut-être prendre la suite des neurosciences. On l'espère. J'adorerais avoir dans 5 ans quelqu'un qui me dit je vous ai vu quand j'avais 14 ans. Ce serait magnifique. Imagine 7 ans à Scientilivre. Et peut-être que vous allez par la suite créer peut-être des choses plus adaptées pour ce genre de public, ou vous allez rester par exemple avec Scientilivre pour toucher ce genre de public, ou vous en tant qu'association et de manière isolée ou avec une autre association comme Incognu ou n'importe quelle autre, vous allez décider peut-être de créer des choses pour viser des publics peut-être plus jeunes et faire une autre type de médiation Alors on s'essaye du coup à la création d'événements. Enfin, c'est vrai que jusqu'à maintenant les événements qu'on faisait étaient essentiellement les conférences, les talks. Là on s'essaye à d'autres formats avec donc la Brainbow conférence de la BBC de mai. Donc ce sera vraiment la première fois qu'on organise une grosse conférence rassemblant plusieurs intervenants sur la journée, puis le moment d'échange. Donc c'est déjà plus gros que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Puis le forum des sciences cognitives de Toulouse qui pour le coup est vraiment le premier gros événement qu'on organise en collaboration avec la Fresco. Et ensuite, donc ça c'est au niveau vraiment on va dire de l'événementiel, la création d'événements. Ensuite sur la création de supports, c'est vrai qu'on a ces ateliers qu'on a créés donc avec Incognu notamment, et donc le projet d'escape game qu'on développe avec Compute Yourself sera, je pense, le premier vrai support qu'on aura créé, on va dire, de toutes parts, sans que ce soit forcément pour un événement en particulier. Ça vient vraiment d'une envie de notre part de développer cet outil, ce petit... Alors, on est parti sur le concept de jeu vidéo, mais après, ça peut s'adapter à d'autres formats. On a pensé à un format jeu de société, on a pensé à un format réel, faire un vrai escape game. On ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, on va voir déjà comment ça se passe pour refaçonner le jeu vidéo. Mais l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de développer cet outil-là sans contrainte d'événements à côté pour pouvoir permettre aux gens de s'amuser, d'avoir ce petit jeu, quel que soit le format, et rendre ça extrêmement accessible. Et l'objectif, ce serait vraiment que les personnes se rendent à peine compte en fait, qu'elles sont en train d'apprendre, et ce serait vraiment le must. Peut-être parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, je vais vous demander de refaire un petit tour de vos prochains événements et de dire comment y participer pour toutes les personnes qui pourraient être intéressées parmi l'auditorat. On peut faire un point conférence. Donc ce mois-ci, en mars, on aura le Brain Talk international qui sera donc par définition par Zoom, puisque je ne sais plus où est l'intervenant, mais certainement pas en France. Je me souviens plus du sujet. Est-ce que tu l'as, Sarah ? Je ne l'ai pas, Perrine. Eh bien, ce n'est pas grave, Sarah. Le mois, deuxième événement en mars, on aura cette fameuse conférence d'Éléonore Jarry, qui se veut être une conférence, mais aussi une discussion, suivie en avril du Brain Talk sur le même thème par Léonie. Et puis le mois d'après, on aura un autre Brain Talk sur la douleur, cette fois-ci, par un doctorant et une kiné qui fait aussi le master de neurosciences. Et puis ça va s'étoffer petit à petit. Je te laisse faire les autres. Donc pour le Brain Talk international de ce mois-ci, c'est donc sur interface entre cerveau et machine. Donc c'est un Brain Talk en anglais, mais qui sera très accessible. On a aussi donc en mars, au-delà des conférences Scientilivre, dans lequel on sera présent avec Incognu, qui sera donc le 26 et le 27 mars. Ensuite, le prochain événement, ce sera Pint of Science en mai, où on va venir porter main forte aux organisateurs, donc du 9 au 11, avec donc la problématique merveille de l'esprit, où on a de très bons intervenants qui sont prévus. Ensuite, on aura donc la Brainbow conférence le 13, qui fera suite à Pint of Science, et le forum des sciences cognitives de Toulouse, qui devrait se tenir autour du 24 mai. On attend encore la validation définitive, mais c'est en bonne voie. Et si les auditeurs veulent retrouver ces informations, ils peuvent les retrouver sur vos réseaux sociaux, site internet ? Facebook, Instagram, effectivement, et s'ils ont quelconque question ou juste une volonté d'interagir, on répond, on est très réactif sur Instagram, Facebook et également par mail. On a notre adresse mail qui est présente sur nos réseaux, donc voilà, ils ont plein de façons de nous joindre. Eh bien, merci à toutes les deux pour cette super présentation et merci d'avoir accepté de participer à l'émission Postascience. Merci beaucoup pour l'invitation. Auditeurs de Campus FM, vous venez d'écouter Sarah et Perrine qui nous ont présenté Brainbow, leur association. Merci de nous avoir suivis le temps de cette émission. Vous pouvez retrouver Brainbow sur les réseaux sociaux et vous pouvez les contacter par mail comme elles vous l'ont si bien dit.
Bonne journée à toutes et tous et à bientôt pour une nouvelle émission de Post à Science sur Campus FM.